آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Dames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur l'autre plateau Nour et précisément pour notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons parler de la question des Noirs aux États-Unis, tentative de réflexion. En effet, une kyrielle de discussions historiques sur les conditions des Noirs aux États-Unis et permettent de faire une classification raciale. C'est dans ce sens que nous allons voir avec mes invités, que je me fais d'ailleurs le plaisir de vous les présenter. Nous avons monsieur Samson Akimi, enseignant-chercheur au département d'anglais. Vous êtes spécialiste de la civilisation des études américaines. Voilà. Et en face de vous, vous avez monsieur Moussadji. Bonjour. Bonjour. Il faut dire que vous êtes doctorant à la faculté des lettres à l'université Omar Bongo. Oui. Et j'ai eu à présenter une maîtrise et un master 2 sur les relations interculturelles entre la France et les États-Unis, partant de l'œuvre Divergé, qui est un grand spécialiste, un grand écrivain français qui n'écrit que sur l'Amérique, et un roman légendaire de l'histoire des États-Unis, Autant n'emporte le vent, de Margaret Mitchell, Go and Wind, c'est-à-dire Go and Wind. Donc, vous voyez, ces travaux de jeunes chercheurs m'ont permis d'aller plus ou moins interroger, d'aller plus ou moins habiter certains aspects de cette histoire, raison pour laquelle nous sommes là. Et à vos côtés, vous avez le consultant permanent, M. Abdallah Kono. M. Abdallah Kono, c'est toujours un plaisir, M. Ahmed, de m'inviter. Ici, on va un peu brosser un tour sur l'histoire et le peuplement des États-Unis et voir mesurer les conséquences que l'on a pu observer ces derniers temps. Alors, monsieur Akimi, est-ce que vous pouvez un peu nous ressasser cette très belle histoire des États-Unis, de la période de la colonisation? Nous aurions appris que les États-Unis aussi, c'était un territoire colonisé. Merci de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer sur cette question. Je vais ressasser, je vais plutôt présenter. Donc l'Amérique, oui, elle a connu une période coloniale pour des raisons qui tenaient compte tant de la volonté de ces peuples-là de manifester leur Dieu, parce que dans des conflits de religion en Europe, les pères pèlerins, n'ayant pas de pays qui pouvaient leur permettre de pratiquer leur religion selon les fondamentaux de Luther, de la réinterprétation de la Bible, ont estimé d'émigrer aux États-Unis, pas aux États-Unis, aux Amériques, n'est-ce pas, pour créer des colonies où ils pouvaient pratiquer leur Dieu. Et de fil en aiguille, puisque c'était des sujets britanniques, donc ils ne pouvaient pas se détacher complètement de l'Angleterre. Donc il faut comprendre donc que cette colonisation a vu le jour dans un cadre purement religieux et le royaume, l'État britannique a facilité, a un peu coordonné un peu, n'est-ce pas, la création de 1600, les premiers de 1540 jusqu'à 1620, nous avions vu des tentatives jusqu'à l'implantation de la première colonie à Jamestown, qui était une colonie puritaine, religieuse. Donc il faut dire que l'Amérique est née dans un cadre purement religieux, avant que l'État ne prenne le dessus. Monsieur Moussadji, nous constatons que de même qu'il existe un débat sur les Juifs aux États-Unis, mais que peut-on dire de l'histoire des Noirs, la question des Noirs aux États-Unis? Bien, vous voyez, comme l'a dit M. Samson,
c'est une question très délicate lorsqu'on aborde la question. C'est une question composite qui fait appel à plusieurs aspects. Voyez-vous que même là, le professeur n'a fait que griner, parce qu'il faut vraiment synthétiser. Sinon, ça doit prendre du temps. Parce qu'il a parlé des... vous voyez, par exemple, il a parlé des Mayflower. Ça s'est passé, je crois, en 1602. C'est-à-dire que la question religieuse telle qu'elle se posait en Europe, et comment ce que, à travers la religion qui pose un problème d'identité, non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe, il fallait que les gens cherchent une autre terre. Bon, revenons à la question noire. La question noire, il faut d'abord partir de la découverte de l'Amérique en 1492. C'est le point de départ lorsqu'on parle de l'Amérique. 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et nous savons que les Indiens qui étaient les premiers à travailler dans les plantations de canne à sucre étaient dans l'impossibilité de faire face à la dureté des travaux. C'est là où le moine Barthélemy de Las Casas pensa qu'on pouvait faire recours aux Noirs d'Afrique qui pouvaient être à même de supporter ces tâches assez difficiles. Voilà comment c'est l'acte de naissance de l'esclavage vers les États-Unis. Donc la présence des Noirs d'une communauté étrangère dans un pays qui à la limite était d'abord ce qu'on appelle la terre des Indiens. Mais cette question noire va commencer à être institutionnalisée, c'est au XVIIIe siècle. Et comme l'a dit le professeur il n'y a pas longtemps, on ne peut pas parler de l'Amérique sans impasse sur l'Europe. C'est intimement lié. Les questions d'Amérique sont des questions qui doivent toujours interpeller les questions juridiques et les questions institutionnelles en Europe. C'est en France, sous Louis XIV, que va être élaboré pour la première fois le Code noir avec Colbert. Le Code noir qui, en fait, spécifie l'état du noir, le statut du noir, dans ce que va être, ce qu'on peut appeler, sa condition humaine. Aux États-Unis, et pas en liberté, mais en tant qu'esclave, travaillant pour un maître dans une plantation, soit de canne à sucre, soit en étant cuisinier. Parce que n'oublions pas que tous les Noirs, il y avait des Noirs qui étaient esclaves, mais il y en a d'autres qui travaillaient chez les maîtres. Voilà un peu pour nous résumer sur cette question-là. Et je crois qu'avec le maître, nous allons plus ou moins revenir plus loin pour aborder cette question. Comment est-ce qu'elle va évoluer autour, par exemple, de l'indépendance et autres là. On ne peut pas répondre en bloc. Monsieur Akono. Non, et en vous écoutant ici, il faut retenir que le noir, ici, dans l'histoire des civilisations, que nous soyons... Parce qu'il faut partir un peu de la question de l'être et des échanges intercivilisationnels qui ont existé depuis l'Antiquité. Quelle était la perception du noir ? Surtout du noir originaire d'Afrique aux yeux des Européens, aux yeux des Arabes. À partir de là, le noir... pour l'arabe, était d'abord cet accessoire-là dont on a besoin pour le service domestique, pour le service militaire. Et lorsque les Européens entrent en contact avec ces civilisations, vont également voir en quelque sorte le noir comme étant cette sous-espèce qui devrait vivre sous la dépendance du blanc. Donc lorsqu'on arrive au grand voyage maritime, le noir par sa supériorité, le blanc par sa supériorité va échanger avec le noir et se rendra compte des carences civilisationnelles du noir, et à partir de là, on aura une civilisation européenne plus ou moins hégémonique qui se dira plus tard que tiens, si en Amérique nous avions conquis des terres, pour l'exploitation efficace de ces terres-là, il va nous falloir une main-d'œuvre. On a d'abord commencé par des prisonniers dans des métropoles qu'on exilait dans des colonies. Et vu que les Indiens et ces prisonniers-là posaient un déficit, il a fallu maintenant institutionnaliser la traite négrière. Donc à partir de là, le noir aux Amériques devient en quelque sorte cet accessoire-là qui est utilisé par le blanc européen issu de la civilisation supérieure helléniste comme accessoire. Le noir est ici cet accessoire qui va contribuer à son bien-être, à son développement économique. Et donc le noir pour le blanc devient en quelque sorte un objet. Dans une marchandise. Un objet. Monsieur Sanson, alors quel peut être le poids du noir aux États-Unis?
j'aimerais quand même repréciser, parce que la question noire, il ne faut pas l'aborder, parce que quand on dit noir, il s'agit de qui? Essayez de nous éclairer. Parce que vous allez vous rendre compte que dans les années 60, 70, voire 80, on parlait noir américain. Effectivement. Noir américain. Et ce terme est désuet parce que il ne recouvre pas la dimension identitaire et culturelle, n'est-ce pas, de ces populations originaires de l'Afrique. Donc, si vous dites à un noir américain qu'il est noir américain, il ne va pas se reconnaître. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas le monopole des noirs dans le monde. On trouve des noirs en Asie, on trouve les noirs dans l'Océanie. Okay? Donc, l'Afrique n'a pas le monopole des noirs. Alors, le seul terme qui renvoie à leur identité, c'est l'Afrique. Et c'est pour cela que vous voyez, de nos jours, on parle d'Africains américains. Donc, pour parler de la question noire, s'il s'agit des Africains américains ou bien il s'agit des Indiens, parce qu'il y a des Indiens qui sont plus noirs que vous et moi. De quel noir il s'agit? Je crois qu'il s'agit là des Africains américains. Effectivement. Alors, quel poids ils représentent? Leur poids, il est tellement important parce que ce sont les seuls qui, après les Blancs, après les Européens, qui sont à l'origine de la création des États-Unis. La première colonie a vu le jour, la colonie de Jamestown, en 1606, si mes chiffres sont exacts. Et le premier bateau ayant acheminé les Noirs en Amérique, c'était en 1620. Ils étaient au nombre de 20. Et figurez-vous, ils n'étaient pas esclaves. Ils ne sont pas venus en tant qu'esclaves. Alors, ils sont venus en tant que qui? C'était des gens qu'on a amenés là. Les touristes Touristes, peut-être pas le terme comme nous l'entendons aujourd'hui, c'est peut-être par curiosité, mais ils n'étaient pas esclaves, parce que le terme, je crois qu'il a abordé, le terme esclave a été codifié, l'esclavage a été codifié un peu plus tard. Donc, ces 20 Africains vont... Disons, ces noirs-là, parce que leur importance tient à l'histoire, parce que ce ne sont pas des gens qui sont venus au 18e ou 19e, c'est des gens qui sont là depuis la création des États-Unis et qui malheureusement se sont retrouvés de l'autre côté de l'histoire, parce qu'en tant qu'esclaves, ils sont devenus des objets, comme l'un des collègues l'a mentionné, sont devenus des objets, des propriétés. Toutefois, leur importance n'est pas... à négliger. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de minorité, on voit d'abord les Noirs. Et les hispanistes s'en plaignent. C'est pourquoi les Noirs qui ont toujours l'importance? Mais non, c'est parce que les Noirs ont subi des choses que d'autres personnes n'ont pas subies. Les Noirs ont construit l'Amérique. C'est vrai qu'ils étaient esclaves, mais le poids de la construction des Amériques leur incombe. Est-ce que vous comprenez? Et leur histoire aujourd'hui n'est pas au même niveau que les Chinois, que les Asiatiques qui sont venus au 19e, et n'est pas au même degré que les Indiens qui sont là, qui vivent dans les réserves. Donc le poids des Noirs aux États-Unis ou des Africains américains est tellement déterminant que l'on ne peut pas construire l'Amérique sans que on tienne compte de cette communauté dans l'Amérique de nos jours. Je crois que je peux d'abord m'arrêter là parce qu'il ne faut pas que je monopolise la parole. Alors, Monsieur Akono, en quoi le rêve américain peut-il être contre la question noire? Bon, rêve américain, c'est cette expression qui suppose que toute personne résidant sur le sol américain peut espérer à des lendemains meilleurs, de ce qu'on a appelé rêve américain. Mais est-ce que cela peut s'opposer à la question noire, comme vient de le dire le professeur ici? Parce que le noir fait partie intégrante de ce rêve américain-là. Le noir également espère. Donc il va falloir intégrer, lorsqu'on parle du rêve américain, prendre en considération cet afro-descendant, ce descendant d'esclaves qui, au fil des siècles, a souvent été marginalisé. Donc aujourd'hui, lorsque la question se pose, c'est parce que l'afro-descendant aux États-Unis pose la question de son existence sociale, de son existence politique, de sa contribution au rayonnement politique, économique des États-Unis, qui a été dévolu aux anglo-saxons. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une forte communauté juive qui
aujourd'hui jouent un rôle important dans l'appareil économique américain. Or, ces Noirs-là, en reprenant les termes du professeur, qui ont payé un lourd tribut dans la construction des États-Unis, dans la construction du chemin de fer, dans la construction des édifices qui font aujourd'hui la fierté de ce pays, le noir, l'afro-descendant, ne se retrouve pas remercié à juste titre. Donc, il va falloir maintenant, pour que le rêve américain soit pour tout le monde, intégrer le noir dans le processus de développement. Monsieur Moussadji, sur cette question. Bon, je suis plus ou moins les pas du professeur pour dire que lorsqu'on parle de l'Amérique, il faut d'abord revenir au fondement. C'était d'abord une terre de liberté, hein, en ce sens que l'Indien y était libre. Il a parlé des premiers voyageurs, mais c'est le code noir qui est le point de départ, c'est le point rupturel du statut de noir en Amérique. Et cette question va être essentielle dans le cours de l'histoire. Parce que, premier événement où cette question des Noirs, je préfère d'abord utiliser ce terme-là, va se poser, c'est pendant la guerre d'indépendance, c'est-à-dire en 1776. Souvent, comme le dira Jefferson, en Amérique, il y a ce qu'on appelle la mémoire bafouée. C'est-à-dire qu'on a écrit l'histoire de l'Amérique à la gloire des Européens, c'est-à-dire ces immigrés qui sont venus de France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, pour venir bâtir un îlot de rêve, selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon la Bible, afin que l'homme y soit heureux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Noirs se sont battus pour la liberté des États-Unis. Et je préfère dire pour la liberté d'abord des 13 colonies d'Amérique du Nord, parce que le terme américain, ça va venir avec le temps. Les Noirs vont se battre pour l'indépendance des 13 colonies d'Amérique du Nord, 1776. Malheureusement, leur mémoire sera bafouée. Mais c'est normal, ce sont des esclaves. L'esclave n'a pas de mémoire. L'esclave n'a pas de revendication à faire. Lorsque sera signé, lorsque sera rédigé l'acte de l'indépendance des États-Unis en 1787 par Thomas Jefferson, cette question va se poser. Et les Noirs? Déjà, on a commencé à penser que les Noirs faisaient partie de l'histoire américaine parce qu'ils travaillaient dans les plantations, donc ils assuraient le développement de l'Amérique, mais ils avaient aussi combattu. Qu'allons-nous faire des Noirs? Et c'est là tout le paradoxe de la démocratie américaine. C'est là toute l'ambiguïté de cette civilisation qui parle du rêve américain, c'est-à-dire du bonheur de l'homme, mais qui, dans son applicabilité, ne voit pas les hommes au même niveau, mais les voit selon la différence des races où l'on considère l'Européen comme étant la race supérieure. Du coup, le noir va être évacué de l'histoire américaine dans ce sens qu'il n'a pas de droits. Mais il y a un problème économique, je crois que le professeur l'a évoqué entre-temps, en parlant de l'histoire des Noirs en Amérique, il y a toujours cet aspect économique qui est très important. Et il y a même aussi une ambiguïté dans l'histoire des périodes des indépendances. Si on lit les travaux des grands spécialistes américains, comme les Van Rumbrecht, qui ont écrit l'Amérique avec les Américains, on vous dira par exemple que les pères de l'indépendance, qui sont aujourd'hui considérés comme étant des grandes lumières, mais en réalité, dans leur vie, il y avait des zones d'ombre. George Washington, par exemple, avait près de 300 esclaves qu'il n'avait pas affranchis, alors que la déclaration d'indépendance des Amériques commençait par cette phrase: nous les Américains, nous les Américains. Mais qui est américain, s'il faut encore revenir à l'interrogation du terme? Or, le terme américain, oui. Monsieur Hakimi va répondre à cette question. Finalement, nous constatons, pour vous relancer, que la démocratie ou même le code de l'Amérique, des États-Unis, des 13 colonies, cause problème aujourd'hui avec le noir. La question du noir. Non, il faut replacer les choses dans leur contexte. Les Noirs sont venus libres. Ils sont devenus esclaves. À la fin du 19e siècle, après la guerre de sécession, on a mis terme à l'esclavage. Le 13e amendement met terme à l'esclavage. Le 14e amendement, il décrète la citoyenneté du noir. Donc, il n'est plus esclave. Il devient un citoyen américain. Mais le citoyen américain, ça c'est la Constitution qui le dit. Mais est-ce qu'il peut vivre aux États-Unis?
Vous voyez, il est citoyen, mais il n'a pas les moyens. On a vu, après que les Noirs sont devenus, les Noirs sont devenus, les anciens esclaves sont devenus libres, aller chez leurs anciens maîtres, aller requérir qu'ils redeviennent esclaves. Pourquoi? Parce que l'État américain leur a conféré la citoyenneté par le 4e amendement, mais il n'était pas... Le 14e autant pour moi, mais ils ne pouvaient pas vivre. Et donc, il faut voir la trajectoire de ces gens-là. Le 15e amendement leur donne le droit de vote, mais ils ne sont toujours pas intégrés. Parce qu'il y a un terme qu'on a facilement abordé, c'est-à-dire le rêve américain. Ça, c'est quelque chose qui est consubstantiel à tout Américain. Ça concerne tous les Américains. Mais les Noirs n'ont toujours pas été au centre ou faire partie du rêve américain au regard de leur trajectoire historique. Donc, il a fallu que les mouvements des droits civiques des années 40, 50, 60 vraiment battent le plein pour que l'administration fédérale essaie un peu de corriger certaines injustices. Nous avons un concept qu'on appelle affirmative action, qui est en mauvais français, la discrimination positive, parce qu'une discrimination n'est pas positive, mais c'est comme ça qu'on le rend en français, la discrimination positive. C'est essayer un peu de donner à ces populations africaines-américaines de se plonger dans le dream, dans le rêve américain. C'est ainsi que les Jesse Jackson, les Farrakhan, les... Colin Powell, tous ces élites-là, ils ont bénéficié de ces mesures sociales qui ont permis à ce que les jeunes noirs, n'est-ce pas, puissent aller dans des grandes universités, parce que la majorité des universités sont privées, elles sont payantes. Donc quelqu'un qui n'a pas des moyens économiques, donc ne peut pas avoir accès à ces universités-là. Mais par l'affirmative action, c'est-à-dire par la discrimination positive, les Susan Rice, les Condoleezza Rice ont tous bénéficié de ces mesures dans les années 70 jusqu'au... On consomme avec le William du Bush. Voilà. Donc ils ont bénéficié de ces mesures-là. Donc la trajectoire a été excessivement longue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le noir il est libre, il ne fait plus le racisme, l'esclavage n'existe plus. Mais il y a les relents, c'est-à-dire dans le comportement de certains individus, il y a encore... il y a du racisme. Il y a du racisme, oui, il est insidieux. Vous voyez. Mais pour vous relancer, M. Hakimi, est-ce que la Constitution américaine et les indépendances américaines ne portent-elles pas un contresens à cette démocratie? Oui, c'est vrai, la démocratie, je le disais aux jeunes collègues, elle est née dans les Lumières, donc elle a placé l'homme au centre. L'homme, tous les droits, l'homme a des droits inaliénables. Donc la Constitution des États-Unis naît des Lumières. Et les Lumières, on connaît tous ce mouvement-là, elle a placé l'homme au centre de tout. Mais le problème, c'est que l'homme, de quel homme s'agissait, de quel homme parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit... Parce que quand on est esclave, vous êtes un objet. Vous n'êtes même pas un sujet. Vous êtes un objet. Donc vous n'êtes pas... on ne vous prend pas en considération. Et il y avait une autre préoccupation, laissez-moi vous étonner, que dans certains États, parce que la démocratie, comme je le disais aux jeunes, que la démocratie, c'est d'abord le nombre. Dans certains États, comme en Virginie, il y avait plus d'esclaves que de blancs. Et vous comprenez que si on appliquait le principe de la démocratie, mais les Noirs aller se retrouver démocratiquement sénateur, président de l'État, gouverneur de l'État, etc., au principe, sur la base du nombre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que le législateur américain, c'est vrai, le noir, quand on parle de la Constitution américaine, oui, elle a mis le primat sur l'être humain, sur l'homme, mais on a mis les Noirs de côté parce qu'on voyait le danger que cela représentait sur le point de vue de la démocratie. C'est pour cela que le législateur a mis certaines conditions. Il faut savoir lire, il faut avoir été libre de naissance, etc., etc. Pourquoi? C'est parce que la démocratie sur la base du nombre, les Noirs allaient être, le premier gouverneur allait être un Noir dans certains États comme la Virginie, parce que les Noirs étaient plus nombreux. Vous voyez? Donc on a un peu encadré un peu l'évolution de ce peuple-là, on l'a encadré un peu. Pourquoi? Mais c'est parce que culturellement, certains Américains de souche, c'est-à-dire les Américains de WAPS et de White Supremacy, le Noir n'est pas prêt à être, vous voyez,
n'est pas libre. Il doit servir dans les plantations de canne, etc. Et il n'est pas aussi prêt à occuper des postes de commandement parce que... Justement. Mais cette Amérique-là, c'est une Amérique d'hier. L'Amérique, elle, connaît des mutations sociologiques au point qu'aujourd'hui... Effectivement, voilà. nous allons arriver. Arriver là. Je crois que le jeune collègue veut la parole. Non, mais M. Msadji, qu'incarne Abraham Lincoln sur la question des Noirs? Nous entendons ici et là Abraham Lincoln. Qu'est-ce qu'il incarne? Bien. Quelle histoire, on va d'abord prendre vos avis, après on va... Bon, je reviens encore sur un détail très important. Allez-y. Parce que même le terme américain n'a jamais existé. Oui. Le terme américain va être créé de toutes pièces par un Anglais qui était venu combattre pour l'indépendance des États qu'on appelait Thomas Paine. Et il le dit au Congrès continental. On lui avait dit ceci: vous êtes Virginien. Il répond: je ne suis pas un Virginien, mais je suis américain. De là commence la prise de conscience de ces Européens qui vivaient dans les colonies américaines à prendre conscience que désormais ils doivent s'approprier la terre américaine en tant que citoyens. Il dit: je suis américain. Thomas Paine, c'est le premier Che Guevara de l'histoire. C'est le premier Che Guevara de l'histoire, Thomas Paine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est l'ambiguïté des pères de l'indépendance. Voyez-vous, George Washington prend son premier mandat en 1789. Il a deux mandats, 1789-1788. Or, l'année où George Washington prend la présidence des États-Unis, 1789, nous sommes déjà à l'orée de la Révolution française. Et qui est ambassadeur des États-Unis en France? C'est Thomas Jefferson. Qui a rédigé l'acte d'indépendance. Mais que fait Thomas Jefferson? Il est en France, mais il est là avec qui? Il est là avec une de ses maîtresses noires, Sally Hemings, qui n'a jamais affranchi. Avec qui ils ont eu des enfants. Qui n'a jamais affranchi. Et cette femme américaine, qui avait déjà une certaine culture, assiste à la Révolution française. Et elle voit comment que la question des droits de l'homme se pose en France. En réalité, on nous a taraudé plus ou moins dans l'histoire en disant que c'était la révolution des droits de l'homme. Non, c'était la révolution des droits des Français. Parce qu'en réalité, on n'avait jamais pensé pour les Haïtiens. Non, c'était la révolution des droits des Français. Donc, voyez-vous, cette ambiguïté-là fait de telle sorte que, finalement, même ceux qui sont au sommet du pouvoir, qui maîtrisaient le droit, avaient du mal à penser la liberté des Noirs. Finalement, nous sommes en 1861. 1861-1965. La prise de conscience sur la question des Noirs, ça va revenir dans un domaine, je crois que le professeur nous parlait ici qu'il faut s'intéresser aux faits sociaux. Le premier ouvrage qui va faire retentir, va faire rebondir la question de la liberté des Noirs en Amérique, c'est un ouvrage qui a été écrit par une femme qu'on appelle Beecher Stowe, La case de l'oncle Tom. La case de l'oncle Tom. Alors, lorsque ce livre va être publié, ce livre connaîtra un succès retentissant que Abraham Lincoln, en réalité, va profiter de ce succès pour faire revenir la question du noir. Mais en réalité, il y avait des questions plus profondes, c'est-à-dire l'écart entre le nord et le sud, en ce qui concerne déjà le sud qui était agraire et l'Amérique du nord et le nord qui était plus ou moins industriel. Donc du coup, il y avait déjà des mutations sociales, là, économiques. Là. Alors, lorsqu'il va poser cette question, la conséquence sera quoi? La conséquence sera la guerre de sécession, en ce sens que les États qui pratiquaient l'esclavagisme, c'est-à-dire les États du Sud, ne vont pas accepter la liberté des Noirs parce que le noir était la machine. Oui. Le noir était la machine. Libérer le noir, c'est finalement amortir ces États. D'où la guerre de sécession. Et nous savons qu'à la fin de la guerre de sécession, où le Nord va triompher et imposer, bien sûr, la démocratie selon Washington, Abraham Lincoln paiera de sa vie. Oui. Il paiera de sa vie, c'est-à-dire qu'il va être assassiné. Au cours, il était venu assister à une pièce de théâtre. On peut s'arrêter là parce qu'on verra plus tard aussi comment cette image va encore se projeter dans l'histoire américaine à travers des personnages comme les Kennedy et autres.
Et en fait, cette parenthèse sur Abraham Lincoln nous fait ressortir aussi l'une des premières questions tendancielles ou bien l'une des premières questions idéologiques qui va ébranler en quelque sorte le nouvel État. Oui. L'État est en train de se construire et une question fondamentale qui va décider du sort de cet accessoire-là, de cette machine qui fait avancer la dynamique économique des États-Unis. Donc la question du noir devient, en ce qui à mon humble avis, l'une des premières questions d'ordre idéologique. Faut-il affranchir le noir? Faut-il accorder au noir les mêmes droits? Et à partir de là, on aura deux tendances qui vont se dégager. On aura les États du Nord qui seront plus ou moins favorables à l'émancipation du noir. Et vous aurez les États du Sud qui, pour faire fonctionner leur industrie agricole, le noir est toujours indispensable. Et si on accorde au noir la liberté, si le noir il est affranchi, l'afro-descendant est affranchi, est-ce que les industriels du Sud auront la capacité de leur payer un salaire? Donc à partir de là, vous aurez même des personnalités qui ont combattu, qui sont toujours placés pour l'indépendance des États-Unis, comme le général Lee, qui, en tant que bon sudiste, va automatiquement prendre position en faveur des États du Sud. Et vous aurez une armée américaine qui sera plus ou moins divisée et la question noire va provoquer ce grand conflit qui, à la fin, a amené en quelque sorte l'émancipation du noir, parce que le Nord, étant vainqueur de ce conflit, va en quelque sorte imposer ses idées aux autres colonies, mais sans réellement réfléchir sur le devenir du noir dans ce processus d'émancipation. Monsieur Samson, quelle correspondance existe-t-il existe-t-il entre le président Abraham Lincoln, le président Kennedy et le révérend Martin Luther King? Bon, c'est-à-dire, quand on fait de la science, il n'y a pas d'éléments qui peuvent sous-tendre, mais on constate quand même qu'il y a eu des similitudes. Par exemple, Abraham Lincoln, il a été assassiné, tout comme Kennedy a été assassiné, tout comme le pasteur noir, ouais, Lincoln a été assassiné, Martin Luther King a été assassiné. Bon, ça c'est... pourquoi ils ont été assassinés? Je crois que quand on prend le cas de Lincoln, mes jeunes collègues l'ont dit, Lincoln, il n'était pas... En fait, la question de l'esclave était subsidiaire et secondaire. La liberté des Noirs. Ce qui tenait à cœur Lincoln, c'était l'union. Il ne fallait pas que l'union vole en éclats. Il ne fallait pas... Alors là, c'était la chose. Donc, il va se trouver au centre de la question noire. Parce que la question noire était non négociable au Sud. Le Sud ne pouvait pas accepter que l'esclave prenne fin, alors que toute l'économie, la production économique du Sud reposait sur cette main-d'œuvre ville. Ce qui fait que, mais avec la pression du Sud, le Sud va finir par... La pression du Nord. La pression du Nord, autant pour moi, finira par perdre cette guerre-là. Et c'est ce qu'on va voir dans ce qu'on appelle la reconstruction. Parce que si la volonté était vraiment de libérer des Noirs, de les émanciper, d'en faire des citoyens à part entière, on ne connaîtrait pas ces problèmes que les Noirs connaissent aujourd'hui. Tout a été faussé dès là, ce qu'on appelle la reconstruction, c'est-à-dire après la guerre d'indépendance. C'est vrai, ils sont devenus libres, ils sont devenus citoyens américains, mais les Noirs, les Blancs ont toujours gardé des garde-fous pour essayer un peu de contrôler leur liberté. Donc, votre question pour dire qu'est-ce qui peut être la correspondance, ce n'est que l'assassinat, où ils étaient
tous un peu de droite, parce que je crois que Lincoln était de droite, Kennedy aussi, démocrate, pas Jesse Jackson, Luther King, il était de droite. Bon, je vois pas trop, je ne vois pas, à part l'assassinat, qu'ils ont tous été assassinés pour des causes qu'ils ont défendues, parce que Kennedy, il a un peu accéléré les choses, la mafia l'a plus ou moins rattrapé, on ne nous dira jamais la vérité, mais on sait que c'est la mafia qui est derrière. Bon, Luther King, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire essayer un peu d'accélérer l'évolution, parce que la question noire, pour les suprémacistes, elle doit avancer selon leur gré. Je ne sais pas si vous comprenez, il ne s'agit pas d'accélérer l'histoire. Et si vous voulez accélérer l'histoire, eh ben, vous avez vu ce que Trump avait fait. Obama a accéléré l'histoire. Quelle était vraiment l'obsession de Trump? C'est de décortiquer, mais alors là, défaire tout ce qu'Obama a fait. Parce qu'il faut le sortir de l'histoire, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut sortir Obama de l'histoire de la marche historique des États-Unis. Donc, excepté un peu ces grands hommes qui ont voulu accélérer le temps, la marche de l'histoire, c'est-à-dire Kennedy, qui a essayé un peu de porter la question noire des années 50-60, il en a payé en grande partie de sa vie. Je crois le pasteur aussi, la même chose. Vous voyez, mais... Monsieur Akono, pourquoi est-ce que la mort de George Floyd interroge-t-il l'Amérique dans son refus d'échanger? Bon, je voulais quand même rebondir sur la question précédente. Allons-y, rapidement. Parce que ici, est-ce qu'on ne peut pas se poser une autre question? Le suprémacisme blanc n'a-t-il pas mis en œuvre des mécanismes qui, par tous les moyens, doivent empêcher l'émancipation de certaines minorités? C'est-à-dire, lorsque vous voyez la situation avec Lincoln, qui, en voulant préserver l'Union, en fait la question du noir et de l'esclavage une épine dorsale de la société américaine. Vous voyez Kennedy arrivant au pouvoir, bousculé par les mouvements sociaux des civiques, les mouvements sociaux et civiques enclenchés avec la querelle de Rosa Parks dans l'Obus, est obligé et subit le même sort finalement de Lincoln. Donc on se rend finalement compte qu'aux États-Unis, il y a un mécanisme obscur qui se met en branle aussitôt qu'il y ait un hégémon qui tend à vouloir revoir la copie. Comme il l'a si bien dit, il y a des groupes qui ont mis un plan de développement des États-Unis et si on veut aller à l'encontre de ce plan-là, on est systématiquement éliminé. C'est comme un programme antivirus dans un ordinateur qui est chargé d'éliminer les menaces malveillantes. C'est un peu comme ça que j'essaie de voir les assassinats de ces différents leaders. Maintenant, quant à la question de George Floyd, bon, j'ai parfois envie de dire que la question Floyd a été instrumentalisée. Peut-être à des fins politiques, on ne saura pas. Allez, expliquez-nous. Pour moi, la question noire, elle a toujours existé. Après les mouvements civiques qui ont accordé l'émancipation, etc., aux Noirs, la fin de la ségrégation aux États-Unis, mais le noir est toujours perçu comme cette menace, comme ce petit délinquant de bas quartier. Donc aujourd'hui, dire qu'avec George Floyd, on a vu on peut s'interroger sur les divergences ethniques aux États-Unis et autres. Je dis que c'est peut-être on veut nous amener à accepter autre chose, alors que ce débat-là racial aux États-Unis, il ne date pas d'aujourd'hui. C'était un débat depuis l'époque de la ségrégation jusqu'à aujourd'hui. Les Noirs continuent à être marginalisés aux États-Unis. Les Noirs sont des potentielles cibles. Parce qu'après George Floyd, il y a eu d'autres morts. Effectivement. Mais ces morts-là ont-ils attiré, et même sous Obama qui était président noir, fils d'immigrés africains, il y a eu ce problème d'assassinat systématique des jeunes noirs par la police, de la violence policière noire. Mais pourquoi George Floyd aujourd'hui a attiré l'attention? Bon, moi j'ai souvent eu envie de dire que cela est rentré dans un cadre purement politique. Nous sommes à la veille d'une élection et sachant que nous allons instrumentaliser cette affaire pour faire tomber l'actuel président, et cela a marché parce que personnellement, je ne vois pas pourquoi nous nous sommes accaparés de ce sujet aujourd'hui alors qu'il a toujours existé. Hein? Je peux dire quelque chose? Rapidement. Oui, en réalité, la mort de George Floyd
c'est un crime commun qui se pratiquait dans les États esclavagistes et pire que ce qu'on a vu. Mais sauf que les époques ont changé. C'est-à-dire que pendant l'esclavagisme, il y avait ce qu'on appelait le silence ou peut-être la complicité du blanc, hein, parce que c'était encore la suprématie européenne. Mais sous George Floyd, alors je reprends un terme de Faulkner, il y a eu ce qu'on appelle le bruit et la fureur d'une américaine multiculturelle qui désormais veut interroger, sinon à la limite, revoir une certaine histoire qui a été trop tragique pour le noir. Donc ce crime a été commis au mauvais moment. Et par qui? Par un garant de l'ordre, c'est-à-dire par un policier. Donc du coup... Mais qui n'a pas aussi mis, pas mis longtemps en cellule. Mais du coup, la nouvelle Amérique a parlé. Je crois que... oui, non, il faut partir de... les constitutions sont des documents écrits. Effectivement. Dans aucun pays du monde, la Constitution n'a jamais, le droit écrit et la pratique, je crois qu'il y a toujours une petite différence. Et l'histoire est là pour nous enseigner sur certaines choses. Les pratiques, la manière de vivre, les idées que nous avons des uns des autres, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ça n'a rien à voir avec les textes qui régissent la vie dans les communautés. On a mis un terme, le jeune homme l'a bien retracé, mais le KKK, le Ku Klux Klan, il n'existe plus. Il est même, c'est-à-dire, si cette société secrète a été abolie par la loi, n'est-ce pas? Mais on constate que les pratiques sont toujours les mêmes. C'est une société secrète qui avait but pour intimider, mais l'intimidation est toujours là, par des voies, les canaux vraiment dissimulés. Ce qui fait que il faut voir la question un peu plus loin. Parce que c'est pas tant qu'on tue les Noirs, c'est pas tant qu'on tue les Noirs, mais pourquoi on les tue? Pourquoi est-ce que, comme dit le jeune homme, les détenteurs de la justice, le garant de la justice, commet de tels méfaits? Mais c'est parce que, c'est-à-dire dans le camp suprémaciste, c'est-à-dire l'Amérique blanche, protestante, les Noirs dans leur coin, où les Noirs ne les gênent pas, parce que c'est comme ça que les suprématies voient l'Amérique, une Amérique blanche, protestante, où les Noirs sont relégués, soit en banlieue, etc., etc. Donc cette Amérique-là vit, c'est-à-dire une certaine inquiétude. Elle estime que dans 3, 4, 5 siècles, elle va perdre le monopole aujourd'hui, parce que l'Amérique connaît un brassage racial. Vous prenez par exemple les États du Sud-Est, comme la Californie, mais vous n'allez pas voir le blanc, le souche, c'est-à-dire blanc comme on les verrait dans les États du Middle East. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces voix suprémacistes, ils ne peuvent plus pratiquer le Ku Klux Klan comme ça se faisait dans les années 20, 30, 40, parce que la loi l'interdit. Mais ils utilisent les mécanismes déguisés pour se faire entendre. Même le racisme, elle existe toujours dans le regard qu'on porte sur vous, la manière d'écorcher votre nom. Vous voyez, on vous appelle Mungengi, mais un suprémaciste va faire tout pour écorcher votre nom. Mais c'est du racisme. Mais c'est pas écrit, vous allez vous plaindre où? C'est pas écrit dans la Constitution. Donc, cette violence-là, elle est orientée. C'est une guerre qui s'opère entre une Amérique blanche et les minorités. Les minorités qui sont en train de décider. Les démographes qui le disent, c'est pas nous. Dans les années 2040-50, l'Amérique ne sera plus blanche. L'Amérique va être une Amérique multiculturelle. Et le multiculturalisme met un terme à la suprématie blanche. Je peux rebondir dans le même sens que le... Oui, vous allez rebondir, mais il faut d'abord prendre cette question. Bon, est-ce que le noir américain, sa place en illusion depuis l'accession à la magistrature suprême des États-Unis de Barack Obama, premier noir à la présidence, et de Colin Powell comme étant le premier noir à occuper le poste de secrétaire d'État? Oui, je crois qu'il y a d'abord un premier oui dans l'histoire où vraiment le noir a été plus ou moins évincé. Il faut l'avouer que depuis un moment, les temps ont plus ou moins changé. Et d'ailleurs, les temps ont changé depuis le début du siècle, parce que on a personne, par exemple, des personnages comme les Webb Du Bois, qui fut l'un des grands, les premiers grands intellectuels noirs. On a vu la pensée noire s'affirmer à partir de Du Bois lorsqu'il publie Les Armes Noires. On a vu des personnages comme le Langston Hughes. C'est-à-dire qu'il y a eu une littérature, il y a eu une présence américaine avant le
pouvoir et d'avoir une présence. Il ne pouvait que s'exprimer dans ce sens parce qu'il n'avait pas de plateau. Maintenant, avec l'arrivée de Barack Obama, fils d'immigrés. Avant d'abord Obama, les Condoleezza Rice, la présence de Condoleezza Rice. Susan Rice était sous-secrétaire d'État sous Clinton, chargé des affaires africaines. Voilà. Après Colin Powell, qui a travaillé avec Bush, Condoleezza Rice, qui a travaillé avec Bush. Donc il y a déjà des mutations. Ce qui était un rêve pour les esclaves de l'époque, ce qui était un rêve pour les esclaves de l'époque, parce qu'ils ont rêvé que tôt ou tard, au-delà des souffrances, ils auraient quand même une place dans l'Amérique. Souvenons-nous de ce grand poème de Langston Hughes. Moi aussi, je suis l'Amérique. Moi aussi, je suis l'Amérique. Et finalement, avec ces promotions-là, dans l'équipe gouvernementale d'Essai Noir, un grand pas avait été franchi, et jusqu'à l'avènement de Barack Obama aux affaires. Mais au-delà, il y a d'autres personnages comme les Andrew Young, qui ont occupé qui était gouverneur. Effectivement. Qui était maire. Et il y a encore un noir qui a été, je crois à l'époque, qui était prix Nobel de la paix, qui a été le premier noir américain aux Nations Unies, secrétaire général adjoint aux Nations Unies. J'oublie le nom, mais en tout cas, il y a une mutation où il y a désormais la prise de conscience du noir lui-même, et aussi la reconnaissance que désormais l'Amérique ne peut se faire sans le noir. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que disait le professeur il n'y a pas longtemps, il y a la romancière américaine, un prix Nobel de littérature, qui a écrit un très beau livre, Playing in the Dark, où elle analyse la place des noirs dans les romans américains, c'est-à-dire dans les romans dans les œuvres littéraires des Américains blancs. Mais qu'est-ce qu'on constate dans ces œuvres, que ce soit chez Faulkner, que ce soit chez Hemingway, le noir joue toujours le second plan. C'est pour ça qu'elle dit Dying in the Dark, c'est-à-dire que jouer dans l'ombre, ou bien être dans l'ombre. Et c'est ça la place que les suprématistes veulent toujours accorder à l'afro-américain. Oui, mais pourvu qu'il soit derrière. Oui, pourvu qu'il ne dérange point. Monsieur Akono, comme le personnage de l'oncle Tom. Nous avons cherché cet ouvrage. Alors, Monsieur Akono, une noire américaine comme vice-présidente de Joe Biden, est-ce que, avec sa présence au sein des arcanes du pouvoir américain, peut changer la question des Noirs? Bon, comme on le disait, qu'il y a une émancipation, mais la question qui me vient à l'esprit, est-ce que cette émancipation ne se présente pas comme une chose octroyée, c'est-à-dire que l'élite blanche qui veut devenir de plus en plus humaine, qui veut montrer un autre visage, et essayer de nettoyer un peu son histoire sombre, est obligée aujourd'hui d'accorder certaines fonctions aux Noirs, parce qu'il faut regarder également. Je ne voudrais pas que l'on prenne le noir l'afro-descendant comme un mendiant, comme celui-là qu'on rend service. À qui on rend service, À qui on rend service, parce que moi j'ai souvent eu cette impression. Et lorsqu'on nomme un noir, un afro-descendant à une fonction de responsabilité, cela constitue un événement exceptionnel, alors que c'est un Américain comme tout autre qui mériterait cette fonction si la personne a des compétences. Or, aujourd'hui, lorsqu'on dit Kamala Harris, on va nous présenter déjà son portrait de père jamaïcain, de mère indien, et c'est tout un melting, tout un brassage à l'intérieur. Et ce qui fait également la spécificité même des États-Unis à venir, où l'on n'aura plus cette suprématie blanche. Mais c'est vraiment cette question-là. Est-ce que la question du noir sous Obama avait été réellement traitée? Est-ce que nous sommes sûrs que cette question du noir, qui n'a pas été traitée, parce que moi j'aimerais dire que Trump a géré l'héritage Obama, et les questions non traitées par Obama ont été explosives sous Trump, mais est-ce que Kamala Harris, c'est une question aujourd'hui, laissons l'histoire nous donner raison ou bien nous donner tort. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous hasarder à dire qu'elle fera quelque chose, maintenant on va l'évaluer d'ici 4 ans. Mais
vous qui êtes spécialiste de la question civilisationnelle américaine, alors est-ce que cette question épineuse là, des Noirs aux États-Unis, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quel est le regard de l'Afrique, avec tout ce que vous venez de dire sur ce plateau, alors, quel est le regard de l'Afrique? Je vais d'abord un peu rebondir sur la question par rapport, parce que c'est un peu le reproche selon l'angle sur lequel on se situe par rapport aux réalisations d'Obama. Obama s'est présenté à adopter une posture post-raciale. Obama n'est pas le président des Noirs, et c'est normal quand on voit un président dire il va faire tout pour nous. Non, Obama, il n'est pas venu pour les Noirs. C'était un président américain et il a vu l'Amérique dans une dimension post-raciale, pas l'Amérique des races, mais l'Amérique post-raciale où le critère de race est minoritaire. Il faut le comprendre, c'est lui-même qui le dit. Et ça s'est prouvé par ces gestes. Et en plus, le pouvoir, la réalisation des projets de campagne dans tous les pays du monde, il y a un projet de campagne et puis un projet qu'on réalise lorsqu'on est déjà en fonction. Parce que quand vous êtes en campagne, vous promettez tout, vous dites tout. Effectivement. C'est une bonne guerre. Mais quand vous êtes aux manœuvres, à la manœuvre, autant pour moi, ça c'est d'autres réalités, l'exercice du pouvoir, comme on dit. Alors pour Obama, vous connaissez le pouvoir aux États-Unis, le Congrès là, quand le Congrès n'est pas de votre côté, vous pouvez avoir de bonnes intentions, et encore que pour les suprémacistes noirs, il fallait faire tout, et ça c'est prouvé par Trump, c'est-à-dire le peu qu'Obama a même laissé, il fallait faire tout pour le sortir de l'histoire. Donc le Congrès n'ayant pas été démocrate, et Obama n'a pas fait grand-chose. Mais il ne pouvait pas faire une politique des Noirs. Non, il ne pouvait pas faire une politique. Il s'est positionné dans une dimension post-raciale. La même question que vous me dites par rapport à l'Amérique. L'Afrique maintenant. L'Afrique. Les États-Unis n'ont jamais eu de politique en Afrique. Des indépendances, parce que l'Afrique existe depuis les années 60. Les États-Unis. C'est d'après eux, d'après l'Occident. Non, pas d'après eux. Les États-Unis n'ont jamais eu de politique africaine. La seule politique qui a vu le jour et qui est la seule aujourd'hui, c'est l'AGOA, dont je suis le spécialiste. Elle a vu le jour sous l'administration Clinton. Donc en 2000, les États-Unis n'ont jamais eu de politique africaine. La seule politique officielle reconnue par le Congrès, c'est l'AGOA, qui est la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Maintenant, les interventions des États-Unis en Afrique, la majorité, ça se justifiait dans le cadre de la guerre froide. Nous tous nous savons ce qu'on appelle la guerre froide. Est-ce que c'est une politique africaine? Non, ce n'en est pas une. Elle était globale. Elle était globale, voilà. C'était pas une politique. Mais la seule politique que l'Amérique, jusqu'à aujourd'hui, qui existe, c'est l'AGOA, qui est la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Et c'est une loi qui permet à ce que les États africains puissent avoir accès au marché américain avec certaines facilités, certaines franchises de droits de douane. C'est tout. Donc, elle va continuer dans la même chose. Alors, je peux laisser. Monsieur Moussadji, très rapidement, très rapidement, en 2 minutes, quelles sont les forces et les faiblesses de la démocratie américaine? Non, mais depuis les forces de la démocratie américaine, c'est d'abord la démocratie. Effectivement. Et les faiblesses, c'est la gestion des minorités. C'est-à-dire que 1865, guerre de sécession, 1965, déjà la question des droits civiques aux États-Unis, ça veut dire que l'Amérique est rattrapée par son histoire depuis un siècle et nous sommes sûrs que les années qui viennent vont déboucher sur quelque chose qui va changer totalement l'Amérique. Ok, votre mot de la fin, puisque vous avez la parole. Oui, je crois que la question noire est une question capitale pour le devenir des États-Unis. Mais pas seulement la question noire, c'est désormais la question des minorités. Parce que l'Amérique, le temps des Noirs est plus ou moins aussi passé. Hein. C'est maintenant le temps d'autres minorités en Amérique, mais qui font l'Amérique. Voilà. Monsieur Akono? Bon, ici, pourvu que le noir ou l'afro-descendant prenne conscience de son existence en tant que citoyen, en tant qu'individu capable d'apporter quelque chose à la société américaine, à partir de là, l'émancipation du noir ou bien de l'afro-descendant ou des minorités ethniques sera une réalité. Disons, l'Amérique, elle est multiculturelle. C'est les démographes, les statisticiens qui nous le démontrent. Elle est multiculturelle. Les WAP s'accrochent à quelque chose qu'ils détiennent depuis la création des... Et c'est de bonne guerre. Mais dire que cet équilibre va continuer, non.
Parce que tout ce que la suprémaciste blanche fait, c'est pour conserver ses pouvoirs, ses privilèges. Mais l'Amérique connaît des mutations sociologiques, démographiques, mais alors là, qui font qu'aujourd'hui, l'Amérique, elle est multiculturelle, multi-ethnique. Et ça casse vraiment toutes les relations qui déterminent, n'est-ce pas, les différentes composantes de l'Amérique de nos jours. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors nous retenons que l'Amérique ou les États-Unis est constituée des minorités africaines, indiennes ou asiatiques et hispaniques, et que l'Afrique ne devrait rien attendre de cet État, si ce n'est se retourner sur elle-même afin de travailler pour son développement, penser à son développement et non attendre que les Américains viennent nous aider. Non, c'est d'abord nous. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous disons comme ça, merci monsieur, de nous faire cette belle part cet après-midi, cette très belle histoire des États-Unis. Alors, mesdames et messieurs, nous vous laissons avec les programmes de notre chaîne préférée, Nour TV. Bon week-end, excellent début de semaine à vous. Inch'Allah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.